Bonsoir, on va vous parler d'internationalisation ce soir. Qu'est-ce que ça implique au niveau de votre produit, assez concrètement pour être honnête. Et on va aussi pas mal de parler de traduction, de quel process il faut mettre en place, etc. Au travers de nos expériences, principalement chez PrestaShop et chez Weekendesk. Donc moi je suis Alexandra, je suis aujourd'hui PM chez Algolia. J'ai été PM chez Conto et auparavant chez PrestaShop. Ok. Chez PrestaShop, je suis arrivée en tant que content manager, donc je m'occupais du wording du logiciel et je m'occupais aussi des traductions, sachant que PrestaShop est traduit dans plein de langues, mais on en parlera après. Donc moi c'est Maxime, actuellement dev front chez Weekendesk et auparavant plutôt profil back-end chez PrestaShop où j'ai pu travailler donc sur l'internationalisation avec Alexandra. Et au travers donc, de nos différentes entreprises, on a pu voir que chacune avait sa propre stratégie concernant l'internationalisation. Donc PrestaShop, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel e-commerce open source, traduit dans plus de 70 langues, disponible dans plus de 195 pays. La communauté des traducteurs représente plus de 3000 personnes. Et le logiciel en lui-même représente plus de 8000 chaînes de traduction, ce qui fait à peu près 44 000 mots. Weekendesk, donc on est des créateurs de week-end, traduits dans 6 langues, disponibles dans 5 pays. Et l'équipe de traducteurs, nous on a choisi de l'internaliser, et elle varie de 5 à 10 personnes en fonction des périodes. Et le site web en lui-même représente à peu près 400 chaînes de traduction. Et du côté d'Algolia, on n'a pas de traduction. Tous nos contenus sont en anglais. Notre interface Algolia API de recherche SaaS. Tous nos contenus sont en anglais, l'interface, la doc, vraiment tout. On a des sales qui parlent quelques langues en fonction des pays où on va être présent, mais vraiment pas de traduction, pas d'internalisation par rapport à l'interface en anglais. Par contre, évidemment, le moteur de recherche qu'on propose s'adapte à toutes les langues et est complètement agnostique. Donc, vous pouvez faire une recherche en chinois ou en allemand, ça marche de la même façon. Mais du coup, pas autant de problématiques d'internationalisation que PrestaShop ou Weekendesk. Et alors, avant de se lancer dans le très concret au niveau du produit, on voulait juste rappeler que l'internationalisation, c'est pas que le produit, vous travaillez avec des équipes et ça peut impacter votre quotidien. Typiquement, des questions juridiques. Vous avez des clients en face, vous allez avoir des contrats. Est-ce que vous voulez les traduire ou pas? Est-ce que vous avez besoin de les adapter juridiquement ou pas? Typiquement, chez Algolia, on ne traduit pas les contrats puisqu'on a fait le choix de ne pas traduire. Et bien sur des pays comme l'Allemagne, par exemple, ça peut être un peu plus compliqué de pénétrer le marché puisque c'est un pays où les gens s'attendent à avoir un contrat traduit. Donc voilà, c'est des choix. Vous les faites, vous voyez comment ça se passe. Aussi, au niveau des ressources, est-ce que vous allez avoir des country managers, un support avec des gens qui viennent d'un nouveau pays, par exemple, parce que du coup, vous allez travailler avec ces nouvelles personnes. Ça va aussi être des points de contact, vous, pour avoir des informations sur l'internationalisation, comment adapter votre produit, etc. Ça va pouvoir vous aider. Et le marketing aussi, vous allez devoir adapter votre façon de communiquer, peut-être qu'il y a des nouveaux canaux de communication à prendre en compte, etc. Donc c'est pas forcément que le produit, il faut juste avoir ça en tête. Cela étant, pour le produit, on a plein de choses à vous raconter. Donc premièrement, quand on s'internationalise, il y a des choses qui vont changer en fonction du pays, dans lequel on veut s'implanter. Par exemple, il y a beaucoup de formats à gérer, que ce soit au niveau des formulaires, donc les noms, prénoms, en fonction des pays, il y a des moments où on va avoir plusieurs prénoms à renseigner et donc il va falloir prendre cette problématique en compte. Les adresses et les numéros de téléphone aussi sont différents. Il y a des champs supplémentaires à afficher en fonction des pays. Par exemple, en Italie, il va falloir demander le code fiscal, chose qu'on n'a pas forcément besoin d'afficher dans les autres pays dans lesquels on est implanté. Les numéros de téléphone n'ont pas du tout les mêmes formats, donc si on veut mettre en place des validations de données côté front pour donner un retour à l'utilisateur, il y a des choix à faire. Soit on part sur quelque chose d'assez permissif, où on va tout autoriser. C'est ce qu'on a fait en fait chez Weekendesk, où là vous avez en fait le formulaire de contact
On a fait le choix d'afficher uniquement un champ, d'afficher un champ unique pour ce qui est du nom, pour prendre en compte cette problématique. Donc on autorise tous les caractères de type texte. Et au niveau du numéro de téléphone, c'est la même règle de validation quel que soit le pays dans lequel le formulaire est affiché. C'est juste que le placeholder qu'on voit là, lui, est traduit et on s'adapte quand même pour donner une aide à l'utilisateur sur la donnée qu'on attend de sa part. Et il y a également la partie des unités. Quand on affiche le poids, par exemple, est-ce qu'on va l'afficher en livres, en kilos, et pareil pour le système métrique. Ce qui change également en fonction du pays, c'est les régulations locales. Par exemple, quand vous avez un formulaire de création de compte, quelles données vous voulez récupérer, comment vous les traquez, donc vous connaissez tous le RGPD, pas besoin d'en parler, ça change en fonction des pays. Et vous avez également tout ce qui est régulation au niveau du droit du consommateur. Par exemple, je prends encore le cas de l'Allemagne, je ne fais pas exprès, mais chez PrestaShop, donc on permettait à des marchands de créer des boutiques en ligne. Et pour les marchands allemands, ils avaient des besoins très spécifiques parce que la régulation en Allemagne est très précise. Et il y avait des wordings bien précis à utiliser. Donc le bouton, c'est achat avec confirmation, je ne sais plus. Des wordings très précis, des données qu'il faut prendre en compte, comment on affiche, comment on précise que les prix c'est à partir de ou pas, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. La petite astuce, c'est d'avoir un partenaire local qui connaît vraiment les usages et qui peut vous guider, ou alors un bon avocat qui connaît tout ça. Le pays n'est pas le seul impact à prendre en compte. La langue de l'utilisateur est importante, puisqu'en fait, on se doute que du coup, on va devoir traduire le site. Donc les textes ne vont pas être les mêmes. Donc qu'est-ce qui va varier? La taille, la ponctuation, les règles ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Les caractères, on va peut-être devoir gérer un nouvel alphabet. La police, est-ce que la police va justement être capable de gérer ce nouvel alphabet? Donc là, vous avez en fait un screenshot du site de la 1.7 de PrestaShop, donc la dernière version majeure, qui est affichée donc en iranien. Donc on voit qu'en plus de gérer un nouvel alphabet, on va devoir aussi gérer une nouvelle direction de lecture. Donc là, de droite à gauche, et donc faire un reverse complet du site pour l'affichage. Les conseils qu'on peut donner, c'est d'avoir un design adaptatif et flexible. La taille des boutons va varier, il ne faut pas du coup avoir une taille fixe, il faut aussi prévoir donc l'espacement qu'on va avoir autour de ces labels. Potentiellement, notre bouton va s'afficher sur 2 lignes et donc il faut que les designers prennent ça en compte. Ne pas avoir de texte dans les images, sinon vous allez devoir en fait gérer une image par langue, ce qui peut être compliqué au quotidien et demander beaucoup de ressources. Donc le plus simple, ce serait d'avoir une image en background et de mettre le texte par-dessus traduit avec le CSS. Et donc le choix de la police est important. On a profité donc du passage à l'A1.7 pour utiliser Noto, donc une police Google, qui, elle, gère l'ensemble des caractères qu'on avait besoin d'afficher, des alphabets qu'on avait besoin de gérer. Là, c'était un petit exemple du mot, de la variation d'un mot en fonction de la langue. Donc on voit que views, qui est donc l'anglais et la langue source, donc à un ratio de 1. En coréen, il va être légèrement plus court, mais il peut facilement en fait doubler, voire tripler de taille. Et on voit qu'en italien, donc, il fait 3 fois la taille. Donc le bouton Views, par exemple, il faut prévoir que dans notre site, il va s'afficher en 3 fois plus grand. Et ce n'est pas quelque chose qui pourra s'afficher sur plusieurs lignes, puisque c'est un seul mot. Et donc si vous continuez et vous vous lancez dans les traductions, il y a des considérations un peu éditoriales à prendre en compte, en fonction des langues vers lesquelles vous allez, en fonction des langues depuis laquelle vous traduisez et vers laquelle vous allez traduire. Par exemple, il y a des notions de genre, de pluriel, de vouvoiement que vous allez devoir intégrer dans vos traductions. Typiquement, si vous partez de l'anglais, il n'y a pas de notion de vouvoiement, donc il va falloir expliquer à votre traducteur espagnol, oui c'est du tutoiement, oui c'est du non c'est du vouvoiement, bref. Les pluriels aussi, il y a des langues qui gèrent les pluriels complètement différemment de nous. Il peut y avoir jusqu'à 7 façons, même voire plus je crois, de gérer les pluriels. De 0 à 1, on a un petit exemple en dessous, par exemple de 0 à 1, on a une traduction, et au-delà de 2, c'est une autre traduction.
Est-ce que vous avez besoin d'intégrer ces notions-là ou pas? Les temps, l'infinitif, l'impératif, ça ne se traduit pas de la même façon en fonction des langues. Enfin, voilà. Et pardon. Et tout ça pour dire que toutes ces petites notions-là, il faut bien les avoir en tête, mais il faut surtout les transmettre à nos traducteurs. Donc essayer d'avoir au maximum des commentaires ou des guides pour accompagner les traducteurs et bien leur donner le contexte. Ce qu'on a essayé de faire chez PrestaShop, c'est que quand on avait une chaîne un peu comme ça qui nécessitait du contexte, on mettait un commentaire sous la chaîne directement dans le code et elle était intégrée à notre outil de traduction pour que les traducteurs la voient. Donc là, vous ne voyez pas très bien, mais il y a un exemple qui explique que la variable peut être remplacée par plusieurs mots qui ont des genres qui peuvent éventuellement varier. En anglais, on ne le voit pas, mais en français, le all, toutes, pouvait être traduit par toutes ou tous. Donc à prendre en compte et faire un peu des aménagements en fonction. L'idéal, c'est de ne pas avoir ce genre de cas dans vos chaînes d'origine et d'avoir des variables très claires pour que les gens comprennent ce qui se passe. En fonction de la langue, il y a aussi le prix qui peut changer, enfin vraiment son affichage, la devise. Est-ce que vous affichez le symbole avant le prix, après le prix, avec un espace, pas d'espace, un point, des décimales ou pas, tout ça peut changer en fonction de la langue. Il y a des solutions pour ça. Par exemple, une librairie qui s'appelle le CLDR, que nous on utilisait chez PrestaShop, qui est un outil assez fantastique, qui liste tous les formats de devises, et bien plus de devises, dates, heures, enfin tout ce que vous voulez, comment on traduit les mois dans toutes les langues par exemple. On avait fait le choix de l'utiliser. Et là, vous voyez un exemple d'un retour client, c'est en azerbaïdjanais, parce qu'on était très international. En fait, le prix était mal formaté, parce qu'en fait, on utilisait une version du CLDR qui était trop ancienne pour des raisons techniques. Du coup, soyez vigilants quand si vous utilisez des librairies comme ça, à bien avoir une version à jour, tant qu'à faire. Et au-delà de la langue et du pays, il y a une notion qui s'appelle la locale. Et donc, c'est en fonction de où se trouve l'utilisateur et de quelle langue il utilise, il y a une locale dédiée. Et là, on a pris l'exemple des dates. Donc, au Canada, vous pouvez parler anglais ou français. Selon la langue, du coup, l'affichage le format de la date sera différent. Ce qui est marrant, c'est que si vous êtes en français en France, c'est encore un autre format. Et si vous êtes en français en Belgique, c'en est encore un autre. Donc, ayez tout ça en tête et voyez si vous avez vraiment envie de vous adapter ou pas. Si vous voulez le faire, sachez qu'il y a des outils qui peuvent vous accompagner là-dessus. Voilà. Et du coup, au-delà des outils, il y a des process à mettre en place un peu. Nous, on vous explique un peu ce qu'on a fait chez PrestaShop et chez Weekenddesk. Donc là, on se focus un peu sur les traductions plutôt. Déjà, les traductions, les chaînes, les contenus, comment vous allez les écrire dans votre code? Est-ce que vous utilisez des chaînes? Donc vous aurez le contenu directement dans votre code, comme ça il est intégré au contexte. Si vous avez besoin de retourner dessus, vous avez la logique, vous savez, etc. Ou est-ce que vous voulez utiliser plutôt des clés, comme c'est le cas chez Weekenddesk, qui du coup seront appelées dans un autre fichier, où là vous aurez un catalogue avec toutes vos traductions. Alors chez PrestaShop, donc c'est des chaînes, chez Weekenddesk c'est des clés, mais aussi avec des chaînes, puisque à côté, vous avez le contenu qui viendra s'afficher au cas où s'il n'y a pas de traduction. Donc c'est le contenu de fallback. Quelle langue source vous voulez utiliser? Est-ce que vous faites vos traductions depuis l'anglais ou depuis le français? Comment votre code il est écrit? Typiquement, PrestaShop c'était l'anglais et Weekenddesk a fait le switch. Auparavant c'était le français et ils ont fait le choix de finalement changer de langue source pour utiliser l'anglais parce que c'est quand même plus facile pour échanger avec des traducteurs de par le monde, de partir de l'anglais tout simplement. On parlait de contexte et de donner un peu de guider un peu les traducteurs. Comment vous pouvez l'intégrer à vos chaînes? Est-ce que vous le mettez dans le code directement? Donc c'est ce que faisait PrestaShop en commentant vraiment dans le code, ou est-ce que vous vous basez sur les clés? Donc c'est ce que Weekenddesk fait, la toponymie des clés indique vraiment où se trouve la clé et donne un maximum de contexte. Et une fois que vous avez toutes vos chaînes, comment vous allez les envoyer à vos traducteurs? Sur quelle plateforme vous allez le faire? Est-ce que vous faites ça avec des fichiers Excel? C'est possible, ça marche. Est-ce que vous utilisez des fichiers PO? Est-ce que vous avez vraiment un outil que vous développez à l'interne ou pas?
si vous utilisez un outil externe, de quelles fonctionnalités vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de partager, enfin de faire de la traduction live sur les écrans directement sur votre app ou pas. Donc c'est plein de choses à prendre en compte. Chez PrestaShop, on avait un outil externe qui s'appelle Crowdin, qui nous permettait du coup de gérer le nombre assez incroyable de chaînes qu'on avait et aussi tous les traducteurs bénévoles. On était open source, du coup les traductions qui voulaient pouvaient s'inscrire au projet. Donc cette plateforme-là nous permettait vraiment de gérer tous les traducteurs bénévoles qu'on avait en fait. Chez Weekendesk, ils n'ont pas ce gros besoin de traduction, ils ont un outil interne qui correspond tout à fait à ce dont ils ont besoin de faire. Une fois que vous aurez fait ces choix assez structurants, il va falloir les mettre en place du côté technique. Donc qu'est-ce que ça représente? Eh bien, auparavant, vous aviez peut-être vos chaînes directement écrites dans le code, en dur. Eh bien, il va falloir les dynamiser, donc intégrer toutes les chaînes et clés ou clés qui auront été déterminées côté produit directement dans le code. Donc, aussi les rendre dynamiques en utilisant une fonction qui permettra en fait de rendre du coup le site, l'application dans la langue désirée par l'utilisateur. Une fois que vous aurez intégré toutes les clés, il va falloir créer le catalogue. Ce qu'on appelle le catalogue, c'est le recensement de toutes les traductions disponibles, toutes les chaînes sources à traduire, qu'on va ensuite uploader donc, à l'outil de traduction, donc soit en interne, soit un outil externe. Une fois que les traducteurs seront passés, il faudra les exporter et les réintégrer au code pour que le site soit rendu dans la langue désirée et aussi, donc du coup, les exporter dans toutes les langues disponibles et voilà. Ça, c'était pour la mise en place technique, mais après, au quotidien, qu'est-ce que je dois faire quand je vais ajouter une nouvelle clé? Quand je vais développer une nouvelle feature qui nécessitera des traductions. Et du coup, il y a deux process qui sont différents et qui ne vont pas amener les mêmes problématiques. Ça va dépendre si vous êtes en déploiement continu ou en déploiement cyclique. Chez Weekendesk, on est en déploiement continu. Chez PrestaShop, on avait un déploiement cyclique. Donc chez PrestaShop, on n'était pas trop embêté. On pouvait en fait faire les pull requests, merger. Les chaînes n'étaient pas traduites. C'est pas grave, puisqu'il y avait que les devs pour l'instant qui le voient. Et ensuite, c'était envoyé donc à l'outil de trad. Les traducteurs pouvaient faire leur boulot et au moment où on faisait la release, on récupérait toutes les traductions et on envoyait donc tout ça dans le logiciel et c'était traduit. Côté Weekendesk, on a un petit souci, c'est que si on merge, c'est en prod. Donc comment on fait? Donc on a fait un petit schéma pour vous le présenter. On a développé un outil interne en fait qui nous permet de gérer cette problématique. Donc quand on fait une PR, où le contenu aura été en fait fourni par le PM, la PR devient rouge. On a un petit robot sur GitHub qui va en fait interdire le merge de la pull request et automatiquement envoyer la chaîne de traduction dans notre outil interne. Les traducteurs sont prévenus qu'il y a une nouvelle traduction à faire. Ils font leur boulot. La PR en fait devient verte dès que toutes les chaînes de traduction de cette pull request sont traduites. Donc elle devient verte, elle est mergeable. Et en fait, donc après, nous on n'a plus qu'à merger la pull request et déployer la nouvelle version avec les traductions incluses. Ça peut ralentir un peu le cycle de développement si on a besoin, en fait, si on fait une seule et même grosse pull request pour une feature, mais on peut pallier à ça en préparant en fait, des petites pull requests qui vont intégrer le contenu sans forcément le rendre visible. Et lors de la release de la feature, en fait, il y a juste à activer du coup le contenu et voilà. Donc, petite capture d'écran de ce que ça donne sur GitHub. Donc on voit très bien en fait que nos tests unitaires sont passés, mais par contre on ne peut pas merger puisqu'en fait le robot a découvert deux nouvelles traductions. Une fois que c'est traduit, en fait, donc ça devient vert et on peut merger. Je vous présente le process chez PrestaShop d'un point de vue un peu plus philosophique, j'ai envie de dire. La vie d'une chaîne, elle commence à la rédaction quand le PM travaille sur la feature avec le content manager, parce qu'on avait la chance d'avoir quelqu'un dédié vraiment au contenu. Ensuite, on essaie d'intégrer au maximum les contenus sur Sketch, au design, pour avoir des designs le plus fidèles possible à ce qu'on voulait faire, pour éviter d'avoir du low-hanging, etc. Une fois que les designs étaient validés avec les contenus,
c'était donc envoyé aux développeurs qui intégraient la fonctionnalité en intégrant les chaînes, qui faisaient une pull request. Normalement, ça, c'était des contenus qui étaient validés, donc pas de souci, ça pouvait être mergé directement. La spécificité qu'il y avait aussi chez PrestaShop, c'est que comme on était open source, on recevait aussi des contributions externes de gens qui faisaient des améliorations ou des bug fixes et qui du coup venaient injecter du contenu chez PrestaShop. Donc dans ce cas-là, le content manager était flagué et venait voir et valider l'APR, proposer des modifications s'il y avait à faire, etc. Ensuite, donc on voit que c'était mergé, il y avait le process de release qui rentrait en compte. On est passé par 2 étapes chez PrestaShop. Il y a une période où on réalisait, même si les traductions n'étaient pas faites, c'était pas très grave, comme on vous disait, on était traduit dans plus de 70 langues, donc toutes n'étaient pas complètes. Bah oui, ok, bah, ce qu'on fait au fur et à mesure, ça a toujours été un peu comme ça, c'est pas très grave. Et vers la fin, on a un peu essayé d'inverser le process pour vraiment avoir des releases de qualité avec un maximum de traductions disponibles. Donc on faisait une bêta souvent, on mettait les traductions disponibles sur l'outil Trad pour laisser un peu de temps aux traducteurs de venir compléter leur langue, etc. Une fois qu'on jugeait qu'on avait un niveau suffisant de traduction, bien là on faisait une release officielle. Ça n'empêchait pas les traducteurs de compléter par derrière pour les langues qui n'étaient pas finies. Et j'ai oublié de parler de la validation. Le système qu'on avait sur Crowding, les traducteurs devaient faire une traduction qui devait être validée. Donc la plupart du temps, c'était des traducteurs bénévoles aussi qui géraient la validation, mais en fonction des langues, ça pouvait aussi être nous parfois. Et donc un petit exemple d'une PR chez PrestaShop, donc nous on n'avait pas de petit bot pour checker si les traductions étaient dispo ou pas. Par contre, on avait un petit bot qui disait qu'il y avait un nouveau contenu et qu'il fallait le valider. Donc c'est plus du côté des contenus que des traductions, mais voilà. Et du coup, moi qui me permettais de faire des remarques sur les modifications à apporter. Voilà. Donc du coup, de toutes ces expériences, on a tiré quelques petits conseils qu'on voulait partager avec vous. Donc c'est assez technique au final, tout ce qu'on vous a raconté, les process à mettre en place avec les développeurs, etc. Pas mal de changements dans le code, dans la logique. Pour faire tout ça, c'est bien d'avoir un allié dans l'équipe technique, je l'avais trouvé. Ça aide vraiment à faciliter et à évangéliser auprès des équipes pour que ça se mette en place. Faire attention au choix des locales. J'ai parlé des locales tout à l'heure pour les dates. Petite anecdote chez PrestaShop. Donc, comme on était open source, si quelqu'un voulait traduire dans une langue, bah, très bien, on ouvrait la langue à la traduction et puis il pouvait traduire. Alors, on a eu la demande pour le québécois. Donc on a ouvert les traductions aux Québécois en choisissant une locale qui était vraiment spécifique aux Québécois, c'était QCFR, je ne sais plus. Et c'était très bien, jusqu'à un jour où on s'est dit on va améliorer l'internationalisation du logiciel et on a commencé à utiliser des standards comme le CLR que j'ai cité plus tôt. Et là en fait le QCFR ça ne marchait pas. Et donc on a dû changer de local, on est passé au FR, donc français au Canada. Et en fait, on a perdu toute notre âme québécoise. Donc déjà, comme on n'avait pas énormément, on était un peu triste. Et surtout, aller expliquer au traducteur que parce que vous avez fait de mauvais choix à la base, tout son travail est perdu. Pas top. Donc oui, le CLR, encore une fois, il y a des outils qui vous guident et qui vous donnent toutes... vraiment, c'est hyper complet, qui vous donnent toutes les infos. Aussi le ICU pour gérer les pluriels. N'hésitez pas à les utiliser. Par contre, faites attention, c'est tellement complet que vous pouvez vous noyer dedans, vraiment. On a eu le cas un peu chez PrestaShop. Utilisez uniquement ce dont vous avez besoin. Et même si vous voyez pléthore d'informations, restez simple et à jour, surtout. Et enfin, dernière petite astuce auquel on a été confronté, quand vous avez un sélecteur de langue sur votre site, évitez de faire le raccourci langue égale drapeau d'un pays. Ça marche quand vous avez quelques langues, mais si vous commencez à en rajouter, en fait, des fois, il y a des pays, ça marche pas trop. Typiquement le belge qui parle français, qui parle flamand, c'est le même drapeau, donc c'est pas top. Et surtout, nous, on a eu des retours d'utilisateurs comme ça qui étaient un peu froissés. Donc on a enlevé les drapeaux. Autre petit conseil, c'est concernant surtout la rédaction des chaînes. Surtout ne pas les tronquer. Qu'est-ce qu'on entend par tronquer les chaînes? C'est si on a besoin d'avoir une variable dynamique au milieu, il ne va pas falloir faire chaîne 1, ma variable, chaîne 2.
Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction des langues, l'ordre des mots n'est pas du tout le même. La variable ne va pas forcément avoir besoin d'être placée au même endroit. Donc il va falloir vraiment variabiliser les chaînes de traduction. Donc chez PrestaShop, on avait un système qui remplaçait en fait toutes les variables en les passant paramètres à la fonction côté code et tout se faisait après automatiquement. Donc c'est rédiger mon blabla, ma variable, blabla, mais tout ça en une seule et même chaîne. Et avec ces variables, en fait, il est important de donner du contexte au traducteur. On l'a déjà dit, mais on le répète, c'est très important. Et on va voir un exemple juste après sans vouloir vous le spoiler. En fait, une chaîne peut très bien se traduire de façon complètement différente. Et s'ils n'ont pas de contexte, ils vont être perdus. Typiquement chez Weekendesk, actuellement, on contextualise uniquement avec les clés. C'est pas suffisant, on nous demande souvent des screenshots en fait, de là où ça va être affiché pour traduire au mieux. Et important également pour assurer une consistance et une expérience utilisateur cohérente et au mieux, rédiger des guides et glossaires pour pouvoir vous adresser aux utilisateurs, enfin que les traducteurs sachent comment s'adresser à vos utilisateurs. Est-ce que vous utilisez un ton humoristique ou très solennel? Est-ce que votre jargon technique, comment vous le traduisez? Ça se trouve, vous ne le traduisez pas. Et typiquement en espagnol, est-ce que je vous vois ou est-ce que je tutoie mon utilisateur? Donc voilà le petit exemple. Chaîne très simple, un mot, une variable, save %s. Est-ce que je suis en infinitif? Donc là je viens de l'anglais, mais en français, est-ce que je traduis ça par l'infinitif ou de l'impératif? Qu'est-ce que %s? Est-ce que ça va être un prix ou une autre variable ou du texte? Si c'est un prix, dans quel format ça va être affiché? Ça se trouve, ça va peut-être même être un pourcentage. Et enfin, le save, en fait, en français, il a plusieurs traductions. Est-ce que c'est économiser ou enregistrer? Donc ça peut très bien donner économiser 20% ou enregistrer vos infos. Donc imaginez, si vous n'avez pas donné de contexte, imaginez un utilisateur qui arrive dans son formulaire de personnel de mon compte et il se retrouve avec économiser vos infos. Ou alors, sur votre site e-commerce, la promo qui est affichée enregistrer moins 20%. Il ne va pas forcément comprendre. Et donc pour finir, une petite liste d'articles qui parlent un peu de l'internationalisation, qui donnent des conseils un peu du style de ceux qu'on vous a donnés, qui nous ont aidés dans notre parcours. Donc voilà, on voulait les partager avec vous. On vous remercie. Et est-ce que vous avez des petites questions pour nous? Ok. Moi j'ai une petite question. Est-ce que vous avez envisagé des outils de traduction inline, donc en contexte sur le site? Et si oui, pourquoi vous n'en avez pas fait? Je ne suis pas rentrée dans tous les détails de la plateforme, mais Claudine permettait de le faire. Et du coup, on avait développé un petit module qui s'appelait In-Context Translation, qui permettait vraiment aux traducteurs d'aller changer les chaînes directement dans l'interface. Donc oui, on l'a fait un peu tardivement, mais on l'a fait. Merci beaucoup. Alexandra et Alexis.